Si je passe 4 heures sur mon téléphone par jour, je perds 18 ans de ma vie. Il y a un mois, ma vie était un chaos. Il y a 3 semaines, j'ai commencé une dopamine détox et ça a littéralement changé ma vie. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai compris que mon véritable problème était mon téléphone, quels ont été les résultats de la dopamine détox et aussi quelles sont les leçons que j'ai apprises aujourd'hui avec beaucoup plus de recul sur la dopamine détox et sur mon addiction. Bienvenue dans mon podcast Art Thérapie, on est sur le 3e épisode de mon défi de 7 jours où je me bats contre la procrastination. Et le sujet d'aujourd'hui est très important pour moi et je suis sûre qu'il est très important pour toi aussi. Donc j'espère qu'il te plaira. Je compte un peu m'ouvrir à toi, pour être honnête. J'ai sorti mon carnet et j'ai envie de te raconter réellement ce qui s'est passé. Et si je vais te lire ces notes-là, c'est parce que, en fait, ça a été profondément lié aussi à des questions d'identité, de direction. Et je pense que c'est important que tu aies la vision globale des effets que peuvent avoir l'addiction au téléphone et aussi pourquoi, profondément, on devient addict au téléphone. Il s'est mis à pleuvoir, j'espère que ça va pas te déranger niveau bruit, mais je vais quand même continuer parce que du coup ça fait une ambiance très cosy. Si tu veux écouter les 4 épisodes à venir dans les prochains jours, n'oublie pas de t'abonner, que ce soit ici ou sur les plateformes d'écoute, parce que mon 2e épisode, par exemple, n'est que sur Spotify, Apple Podcasts, etc. Rentrons dans le vif du sujet. Je vais commencer par te raconter à quoi ressemblait ma vie au pic de l'addiction, avant que je comprenne ce qui se passait réellement. Pour te donner du contexte, il y a un peu plus d'un mois, je suis arrivée à Bangkok en me disant que ce serait l'occasion idéale pour moi d'avancer côté pro, de mettre mon ambition en priorité. J'avais vraiment une vision de Bangkok où je charbonnerais, je reprendrais la danse, j'aurais des activités, des amis que j'aurais rencontrés ici. C'est avec toutes ces attentes-là que j'étais arrivée. La réalité était extrêmement différente. Je saurais pas exactement t'expliquer comment ça a commencé parce que le propre de ce problème, c'est qu'il est progressif. Mes journées ressemblaient honnêtement à rien. Côté pro, je n'avais plus de concentration. À un point où je n'arrivais plus à passer plus de 5 minutes concentrée sur une tâche. J'ai pris l'habitude de traquer mon temps quand je travaille. Avant, j'arrivais à passer 1 heure à peu près sur une tâche avant de devoir faire une pause. Là, vraiment, j'en étais à 5 minutes. 5 minutes de concentration avant de retourner sur mon téléphone. Ou avant d'avoir besoin de me lever, de partir, de faire autre chose, de regarder une vidéo YouTube. Et des tâches qui devaient me prendre 15 minutes me prenaient 3 heures. Donc, par jour, je n'arrivais à faire finalement qu'une tâche. J'arrivais pas à avancer. Et côté perso, je n'avais plus d'équilibre. Parce que j'avais pas de temps de travail, mais j'avais pas de temps de repos. Et quand je souhaitais faire des activités, c'était même pas une option. Parce que je culpabilisais déjà. Je me disais, mais tu perds déjà tellement de temps au quotidien. À je ne sais quoi en plus. En vrai, il y a vraiment un moment où je ne savais même pas pourquoi je perdais autant de temps, à quoi je passais mon temps. Et ça a créé un quotidien hyper déconstruit. Il n'y avait plus de cadre. Et quand il n'y a plus de cadre, il se passe quoi? Mon sommeil était foutu. J'étais fatiguée dès le matin. J'avais mal au crâne un peu tout le temps. J'étais irritable. J'avais mal au dos. Je me sentais bizarre dans mon corps. Un peu comme si j'étais pas vraiment moi-même. Parce qu'aussi j'avais arrêté le sport. Les moments où j'étais censée aller au sport, j'essayais de rattraper le temps perdu sur mon travail que je n'avais pas fait. Et côté mental, c'était le foutoir. J'étais prisonnière d'une surréflexion. J'y remettais tout en question, tout le temps. J'étais déprimée, faut le dire. Honnêtement, j'en étais aussi arrivée à un niveau où j'avais un désintéressement professionnel. Je n'arrivais plus à être contente des opportunités que j'avais. J'arrivais plus à être heureuse quand je signais un client. Et je m'ennuyais. J'arrivais à commencer aucune tâche. Même les tâches plaisir, même les projets plaisir, j'arrivais juste pas. En fait, je me laissais vivre. Les jours passaient très vite, les semaines passaient très vite et j'avais plus de contrôle sur ce temps qui passait. Je ne comprenais sincèrement pas où passait mon temps. Vers la fin, avant que je craque et que je commence la dopamine détox, je sentais aussi que mon estime de moi était très bas, c'est-à-dire que l'ambitieuse en moi
me jugeait extrêmement sévèrement. Pour être polie, j'étais nulle. J'arriverais jamais à rien dans ma vie si j'étais comme ça. Et on va revenir dessus, mais j'ai commencé à remettre en question tous mes choix de vie. Le truc, c'est que quand tu te méprises, quand tu ne crois plus en toi, quand physiquement ça va pas, quand ta santé ça ne va pas, et que professionnellement tu n'as plus le goût en ce que tu fais, mais que tu ne sais même pas quoi faire pour t'en sortir, bah la souffrance ne fait que grandir. C'est un cercle vicieux, c'est super dur de s'en sortir. Et le truc, c'est que progressivement, je comprenais ce qui me rendait malade, parce que je l'ai écrit tout au long de mon journal. Chaque moment de perte de sens, chaque moment où je n'arrivais pas à commencer une tâche, chaque moment où je repoussais quelque chose ou alors que je me sentais coupable de vouloir profiter, d'avoir une vraie pause, bah j'étais où? Sur mon téléphone. Et je me suis bien rendu compte que j'étais dessus de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps. Et donc je vais te parler du pire de l'addiction et du moment de réalisation. La révolte et la colère ont commencé quand j'ai vraiment compris que j'allais bientôt rentrer en France, après 6 mois en Thaïlande, et que j'avais une vision de moi qui rentrait à la maison en ayant une stabilité financière, en ayant accompli plein de choses, en étant une nouvelle personne. Et ça m'a mis une claque de me rendre compte que je rentrais dans quelques semaines en n'ayant peut-être pas changé tant que ça, et en ayant accompli peut-être pas tant que ça. J'ai ressenti une grosse déception envers moi-même qui a été le début de la fin. Le 11 mai, j'ai écrit « C'est vraiment une addiction le téléphone. J'ai pris la mauvaise habitude d'être sur Insta tous les matins, et vraiment trop souvent. Et depuis, j'ai cette constante sensation de désorganisation et d'oubli. Il faut que je me reprenne, mais je ne sais pas par où commencer. » C'est vraiment la première trace que j'ai trouvée dans mon carnet où je nomme le téléphone comme problème. Et après, ça monte en puissance. Là, on sent que je reste douce, mais tu vas voir que la colère monte. Le 15 mai, qu'est-ce que je fous? N'aurais-je pas honte de rentrer bredouille? Qu'ai-je accompli? En 3 jours, je sais que je suis capable de faire plus qu'en 1 an et demi. J'ai perdu tellement de temps que je veux continuer à en perdre pour justifier que j'en ai perdu. Là, j'en étais arrivée à un niveau où même la notion de production me paraissait étrangère. J'étais dans une passivité telle que je n'arrivais plus à en sortir. Je me souviens que je voyais les solutions, je savais ce qui n'allait pas, je savais ce que je pouvais faire et je me disais qu'il fallait finalement que je me reconnecte aussi avec la notion de plaisir, mais je n'arrivais pas à m'accorder le fait de vivre des vraies choses dans la vraie vie. Et honnêtement, j'avais même peur de sortir dehors. J'étais tellement enfermée dans un cocon que je n'arrivais plus. J'arrivais plus à vivre. C'est hyper triste, mais c'est le cas. Et donc le 16 mai, ça a été une journée assez importante pour moi, parce que je me suis dit, je peux pas continuer comme ça, je vais aller dans un café. Et je me souviens que j'ai été encore super dure avec moi, très négative. D'ailleurs, j'ai écrit le 16 mai, j'aimerais éradiquer la négativité, ça me pourrit tellement la vie. Il est 10h15, je suis arrivée au café, mais j'ai déjà perdu beaucoup de temps. Oh, je suis dure quand même. Mais c'est ça, j'étais dans une spirale où j'étais juste super dure avec moi-même. J'étais tout le temps déçue de moi. J'ai signé avec le X, un client, mais je ne ressens rien. Je me rendais compte que tous les trucs positifs, je les voyais sous un angle négatif. Et j'étais dans un café très inspirant, où j'ai reconnecté avec une partie de moi artiste, parce que j'étais face à un théâtre. Et je pense que ça a été une grosse claque cette journée-là, parce que c'est là où j'ai remis tous mes choix de vie en question. J'ai remis mon indépendance en question. Je me suis dit, la vie à l'étranger n'est pas faite pour moi. La vie en freelance n'est pas faite pour moi. Je n'aime pas ça, j'y arrive pas. J'ai pas de cadre. Je vais prendre un CDI. Et quand je me suis mise dans cette optique-là, j'ai commencé à regarder, du coup, les offres de job dans des CDI qui me feraient kiffer. Parce que le but, c'était pas de faire un CDI pour faire un CDI, c'était du coup d'avoir quelque chose dans des industries créatives, dans les théâtres, musées. Et quand je regardais les offres, je savais au fond de moi, sincèrement, que même si je regardais, je ne ferais rien pour aller au bout de ces idées et pour vraiment obtenir ces boulots de rêve que je voyais. Parce que j'étais comme ça avec tout.
Et là, ça a été vraiment la claque parce que déjà, je remettais tout en cause de tous mes choix de vie. Et en plus, je savais que même en changeant tout, je me donnerais toujours pas les moyens de changer ma vie. Je me suis rendu compte que le problème, c'était moi. C'était pas mes choix. C'était moi. Parce que peu importe mes choix, je savais que j'allais pas y aller au bout, que j'allais pas y aller à fond. Et je savais qu'il y avait des choses beaucoup plus profondes qui me pourrissaient de l'intérieur. Et c'est que plus tard dans la journée, au cours d'une conversation, que j'ai vraiment vocalisé la chose, où j'ai reconnu que si j'avais envie de prendre un CDI, c'est parce que j'étais fatiguée d'être seule, que je me sentais pas capable d'avancer seule, pas capable d'avoir un cadre seul, et que j'avais besoin de reprendre un CDI parce que je me voyais en entreprise ne plus être sur mon téléphone. Et là, vraiment, quand j'ai reconnu ça à haute voix, que j'ai vocalisé le fait que ma seule raison pour laquelle je voulais prendre un CDI, c'était de ne plus être sur mon téléphone, je me suis dit, ah ouais, il y a un mal-être. Il y a un mal qui a éradiqué. C'est un poison. Mais quelque part, ça m'a aussi fait du bien de me rendre compte que c'était pas forcément mes choix le problème, mais que c'était bien ça le problème. Et à partir de là, mais alors la colère contre ce truc-là n'a fait qu'augmenter. Tu vas voir, ça monte en puissance. Le 17 mai, j'ai l'impression d'être dans un puits où j'en sors pas. Réseaux sociaux, procrastination, tâche à moitié, tâche à demi. Dès que j'ai une idée qui me passionne, j'ai peur de la commencer. Tu sens que je deviens de plus en plus lucide quand même, hein, que j'arrive de mieux en mieux à comprendre ce qui se passe réellement. J'en ai marre de consommer toujours plus de contenu, fatiguée d'être sur les écrans, d'être passive. J'ai besoin de concret. Je regarde mes journées défiler. Et qu'est-ce que je fais ? Pour mon corps, mon esprit, mes rêves et mes projets ? Rien. Rien. Je reste affalée. Je consomme des vidéos d'eau voûtée. Je m'en rends compte, mais j'arrive pas à arrêter. Agir vers quoi ? Comment ? Pourquoi ? Le pire, c'est que je me suis déjà posé ces questions 1000 fois. J'y ai répondu et j'en suis encore là. Rien ne bouge. Qu'est-ce qu'il me faut pour me réveiller ? Chla. Qu'est-ce que je dois ajouter de plus ? Là, vraiment, c'est le paroxysme. Cette journée-là, je voulais me détacher de mon téléphone et je me suis posé la question. Qu'est-ce que je vais faire sans mon téléphone ? Je n'avais pas de réponse. Et cette question du quoi faire sans son téléphone, ça fait écho à une question plus importante. Qui je suis sans mon téléphone ? Je le dis très bien là. Agir vers quoi ? Comment ? Pourquoi ? Je fuyais la réalité. Je fuyais mon manque de sens en m'enfermant dans un monde virtuel qui venait me réconforter avec de la dopamine rapide. Et ce soir-là, on avait l'opportunité de sortir avec de nouvelles personnes. Et j'étais tellement éreintée, tellement épuisée. J'en avais tellement marre que j'avais pas envie de sortir. Alors que ça faisait 2 semaines que je voyais personne, que j'étais dans ma bulle. Ce truc-là me faisait croire que j'étais asociale. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire à ces gens ? Je suis pas intéressante. Enfin, plein de trucs comme ça, de poison mental. Et je me suis quand même forcée à sortir. Et cette soirée était incroyable parce que je me suis reconnectée à la vie. Je me suis reconnectée à la réalité. Ça peut paraître bizarre pour des gens qui n'ont pas connu ça, mais ces dernières semaines, j'avais été profondément déconnectée du réel. Et j'ai eu une conversation avec une femme ce soir-là hyper intéressante. Et on a discuté de ça. De ces périodes de manque de sens qui créent une léthargie. Et quand t'es dans ce truc de passivité extrême, tu vas où ? Tu te réfugies là-dedans. J'avais cru que la passion m'avait quittée. J'avais cru que j'étais quelqu'un qui finalement n'était intéressé vraiment par rien. Et ça m'a fait tellement de bien de retrouver de l'énergie. Et voir comment j'étais passionnée comme ça me provoquait une colère immense. Tout a pris sens. La rupture était telle que j'ai compris à quel point c'était ça le problème. Parce que ce truc me faisait croire que j'étais une personne que je n'étais pas. Ce truc me faisait croire que la personne rayonnante que j'étais dans le passé et hyper sociable n'existait plus. Et en plus, ce truc me faisait me devenir ma pire ennemie parce que j'étais envahie de
pensées négatives, d'autocritique, d'auto-sabotage. Après ça, j'ai compris aussi que ce qui se passe chez moi et chez beaucoup de femmes, c'est une sorte de renoncement. Chaque jour, on renonce un peu plus à une routine, à une discipline, à des plaisirs, à la vie qui nous fait rêver. Le fait ensuite de tomber dans les travers de ce téléphone, ça t'empêche de te réveiller. Ça t'empêche de te dire non, je ne vais pas renoncer. Ce truc, il bouffe ton temps, bouffe ton énergie et il t'empêche de penser. J'ai l'impression que ça ensevelit la personne en toi qui croit en toi, qui te sent capable. Le 18 mai, sur un coup de tête, vraiment sur un coup de tête, j'ai désinstallé Insta. Et j'ai écrit, après avoir désinstallé, j'ai vu comment je voulais y retourner et l'ampleur de l'addiction. La peur qui reste d'être dans l'action, un engin à procrastination. Ce soir-là, j'ai regardé nos écrans de fumée parce que j'étais tellement en train de bouillir que je me suis dit, on va mettre la claque ultime pour être sûr que je ne veuille plus retourner sur Instagram. En fait, ce que nous fait notre téléphone, c'est une espèce d'illusion de vie. Ça nous anesthésie totalement. Moi, j'étais habituée à être déçue de moi. J'étais habituée à ce qu'on me vole mon temps. Je me suis sentie manipulée. Je me suis sentie limite sale en vrai. J'ai eu le sentiment d'un gâchis total, d'un potentiel qui est non exploité et j'ai vraiment ressenti comme on m'avait volé des années. Encore une fois, ça fait 1 an et demi que j'ai pas fait grand chose et je pense que c'est clairement dû au fait que j'ai pas de cadre et que je suis à mon compte. C'est beaucoup plus facile pour moi d'aller sur mon téléphone dans ma journée de travail. En fait, ce reportage, j'ai l'impression qu'on est des pièces interchangeables, qu'on n'a pas d'humanité et ça pose des vraies questions aussi d'identité. Est-ce que tes pensées sont tiennes ? Moi, je me suis dit pendant 1 an et demi, j'avais un peu ce truc de manque de sens, de négativité constante. Mais est-ce que ce qui me polluait la tête était vraiment mes pensées ? Est-ce que c'était pas l'influence de tout ce que je regardais ? Peut-être que tu es au courant, mais plus tu es attiré par un type de contenu, plus on te met face à ce type de contenu. Ça forge aussi tes opinions politiques, tes opinions personnelles. Ça peut te créer des faux problèmes parce que si tu commences à regarder du contenu sur est-ce que j'ai un TDAH par exemple, on va te montrer de plus en plus de contenu là-dessus et tu vas vraiment te dire bah oui, moi je suis quelqu'un qui a un TDAH alors que peut-être pas. Et ce qui me rend folle, c'est que c'est pas juste qu'on te met face à du contenu qui t'intéresse, sincèrement. C'est du contenu qui t'attire. Donc c'est pas forcément du contenu qui va te faire progresser. À ce moment-là, mon feed, c'était tout le temps la même chose. Mais c'était du contenu qui était compulsif pour moi. C'était les actus de stars. Alors qu'en vrai, je m'en fous. Mais je m'en fous profondément. Mais je pouvais pas m'empêcher de cliquer. Et ça me prenait mon temps, minute par minute. Et quand tu mets bout à bout tout le temps qu'on te vole, je suis désolée, mais j'ai même une haine. C'est vraiment la ressource la plus précieuse qui soit. Comment ça se fait qu'on nous la vole comme ça ? Et le 19 mai, jour d'après, j'ai encore écrit... j'ai écrit en lettres majuscules. Et je suis encore sur ces réseaux de... Même en ayant regardé le reportage, je continue à aller dessus le lendemain. Parce que j'y allais sur mon ordi. J'étais vraiment retournée. Oh là là. Et cette journée-là, j'avais tellement un trop-plein d'énergie. J'étais tellement frustrée. Toute l'énergie que j'avais contenue parce que j'étais molle. J'étais molle pendant des semaines. Elle est revenue de plein fouet. Et je savais plus quoi en faire. Et donc ce jour-là, je me suis remise à filmer. Ça a été le début de la remise en mouvement. Je dirais que c'est à partir de là que vraiment a commencé la dopamine détox, parce que le fait de me remettre en mouvement a appelé le mouvement. Et après ça, j'ai pris de plus en plus de petites actions. Le 20 mai, j'écris « Hyper bon mood ce matin, détaché des réseaux. J'ai bien dormi. Car j'ai fait mon sport hier, j'ai retrouvé mon flow. Et je fais beaucoup moins de réseaux sociaux. » Les mêmes choses qui me paraissaient floues me paraissent claires désormais. La seule différence, c'est que je me suis mise en mouvement. C'est le jour où j'ai décidé de faire un TikTok par jour. C'était une volonté de ne plus me concentrer sur mes attentes, mes exigences, mon perfectionnisme et de m'empêtrer encore dans des réflexions infinies, mais plutôt de me concentrer sur ce que je contrôle. Et ce que je contrôle, c'est
de publier tous les jours, peu importe la vidéo qui sort. J'étais rentrée dans une dynamique où je voulais me poser moins de questions et j'ai accepté de faire pour faire et d'aimer le processus, d'aimer faire des tests et de ne plus avoir peur d'échouer les tests que je fais. Ça a été le début d'un cercle vertueux incroyable. La qualité de mon sommeil était tellement supérieure et ça change tout. Beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'entrain. J'ai recommencé à prendre des routines qui me faisaient plaisir, mon café le matin, mes bons repas avec ma pause du midi. Je consommais du contenu plus sur YouTube, du contenu long plutôt que court. Ensuite, j'ai commencé à reprendre des projets que je n'avais jamais terminés. Mon épisode d'art-thérapie sur J'ai tout pour être heureuse, pourquoi je ne le suis pas. En fait, j'avais tourné la voix en janvier, mais j'ai fait le visuel, le footage, que ce mois-ci. Ce goût du projet fini, enfin me prouver que je pouvais terminer les projets, ça m'a mis dans une dynamique incroyable. Ensuite, j'ai commencé à me dire que pour me cadrer, les jours de semaine, je sortais tous les jours, c'est-à-dire j'allais dans des cafés tous les jours, pour voir autre chose que mon appartement, ce qui a été hyper bénéfique aussi. J'ai retrouvé un flow créatif, j'avais des idées, mais à la pelle. Et ça me faisait trop plaisir parce que j'avais tellement d'idées, notamment sur la création de contenu, que je me disais mais oui, tu aimes ça? Parce que j'arrivais tellement pas à en faire, j'arrivais tellement pas à aller au bout des projets, que honnêtement j'ai remis ça en question. Je pensais que c'était pas fait pour moi. Et non, en agissant, j'ai débloqué ma créativité. En débloquant ma créativité, je me suis rendu compte à quel point toutes mes idées, toutes mes pensées allaient sur ça. C'est en arrêtant de me poser des questions, en arrêtant de procrastiner, c'est en arrêtant d'être dans mon téléphone et juste en faisant des simples actions que je trouvais mes réponses, tout simplement. Je réfléchissais plus en fait, si j'avais envie d'un truc, je le faisais. Un jour, pareil, sur un coup de tête, je me suis dit là je vais aller à la danse. Et c'est pas grave si j'y suis pas allée pendant 5 mois pendant que j'étais ici, je vais y aller quand même. Je vais pas me gâcher le reste du voyage sous prétexte que j'y suis pas allée avant. Et je l'ai fait. Je me suis pas posé de questions. Parce que quand tu te remets dans la réalité, quand tu arrêtes d'avoir peur des actions, quand tu arrêtes d'avoir peur de vivre, en fait tu te rends compte qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de s'empêcher de faire ce que tu as envie de faire. Et l'étape finale, ça a été le lancement de mon défi, un podcast par jour, pendant une semaine. C'est très dur, je te le cache pas, si tu me regardes sur YouTube, tu vois d'ailleurs que j'ai coupé, que j'ai tourné 2 jours et 2 nuits parce que problème technique. En vérité, c'est la 3e fois que je tourne, donc je suis crevée, mais je suis fière de moi. Je suis fière de moi. Et en fait, les bénéfices de cette dopamine détox, c'est pas juste des actions. Profondément, il se passe des choses en moi. J'ai tellement plus d'énergie, je suis tellement fière de moi. En fait, je redeviens une personne fiable. J'ai noté tous les bénéfices profonds que j'ai ressentis. Reconnexion à la vie et à la réalité. Profiter du moment présent. Plus de culpabilité. Mais quel bonheur. Parce que, en fait, ça a été le début d'une transformation profonde. Je procrastinais de moins en moins. Je me suis battue contre mon perfectionnisme. Et ce qui se passait, c'est que je prenais tellement confiance en ma capacité à être fiable pour moi et à faire les choses et aller au bout des choses, que même quand j'avais vraiment besoin d'une pause, quand j'étais fatiguée, que je pouvais pas respecter ma to-do du jour, je culpabilisais plus. Je culpabilisais plus parce que je savais que le lendemain, j'allais être là et que j'allais le faire. Et je savais que la fatigue, c'était de la vraie fatigue. C'était pas de la fausse fatigue que mon cerveau, en regardant les réseaux, se crée par flemme, en fait. Non, si j'ai vraiment besoin d'une pause, je la prends. Et je ne culpabilise plus parce que je sais que je vais faire le taf, en fait. J'ai aussi noté que j'étais moins irritable et que j'avais plus de temps de qualité avec mes proches. Et c'est assez paradoxal, mais je reprenais le contrôle tout en ayant une sensation de liberté énorme. Comme il y a un cadre qui me permet de beaucoup plus avoir un équilibre dans ma vie, je me sentais aussi plus libre dans ce cadre de suivre mes envies. Et puis, j'ai à nouveau une direction, une mission, une vision. Je pense que j'ai aussi profondément dépassé le stade du manque de sens. Parce qu'en fait, je me pose plus la question. Je me dis que je vibre avec ce que je fais dans le moment présent. Je me concentre sur le moment présent. Et forcément, si j'aime ce que je fais,
Ça ne peut que aboutir à un futur qui me fera plaisir et qui aura du sens. Bon, comme tu vois, c'est que des belles choses et je pense que j'en ai oublié. Il y a tout un passage de mon carnet où j'ai écrit sur ça en plus. Donc 1 semaine seulement, hein, après le début de la dopamine détox. Cette dopamine détox, plus la règle de travailler ailleurs en semaine change tout. Je me sens tellement mieux, tellement plus heureuse, fière, confiante et complète. En fait, il s'agit d'un vrai effet domino. Et là, je te cite vraiment tous les bénéfices que j'ai ressentis puissamment au jour le jour. Moins de peur, plus de place pour les réalisations mentales, plus de passage à l'action, plus de positif, plus de sociabilité, moins d'isolement et d'irritabilité, moins de comparaison et d'immobilisme, plus de concentration, plus de clairvoyance. Et plus tout ça se passe, plus tu essayes de nouvelles choses, tu découvres. Il n'y a plus d'histoire de culpabilité. Plus tu avances et plus tu es fier, plus tu vois ta valeur et plus tu aimes la vie. J'ai envie de me dire pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Mais des fois, les leçons ont un prix. Et le piège est traître. C'est tellement facile de retomber dans le cercle vicieux, tellement invisible, que tu ne te rends pas compte que c'est sûrement la source de tous tes problèmes. Et ça me permet de faire le pont avec aujourd'hui, le recul que j'ai après la dopamine détox et après le retour à la normale. Alors, aujourd'hui, comment ça se passe? J'ai retéléchargé Instagram il y a 4 jours. En fait, j'étais trop frustrée. Maintenant, je vois ça comme un outil de travail, entre guillemets, même si je suis pas du tout influenceuse. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai retéléchargé. Et c'est traître. Je me resurprends à certains moments à être sur mon téléphone, sur Instagram, de manière absente. Je ne sais pas comment je suis arrivée là. Je ne sais pas comment ça se fait que je suis sur Insta, mais je suis sur Insta. Et je m'en rends compte après avoir déjà perdu 10 minutes dessus. C'est un mal qui est invisible. C'est tellement facile de retomber dedans et de ne pas voir que ta fatigue, ta colère, tes frustrations, ta négativité sont dues à ça. Je suis redifficile avec moi-même parce qu'en plus j'ai du mal à respecter ce challenge. Et je retombe un peu dans ces loops de négativité. J'ai recommencé à m'enfermer un peu, à ne pas sortir suffisamment. J'ai arrêté de me dire que j'allais dans les cafés tous les jours en semaine parce que je filme et je tourne. On en revient à ce concept de renoncement. J'ai l'impression de retomber dans un renoncement après l'autre de règles que je me suis mises qui me rendent super heureuse, mais par flemme, par excuse que tu te donnes. Ce genre de renoncement prenne une ampleur qui te fait retomber dans un cercle vicieux où t'es pas forcément fier de toi, et pour éviter cette culpabilité de nouveau, tu retombes dans les réseaux sociaux pour faire passer le temps, pour ne pas te confronter à tes pensées. Je vois que c'est très possible pour moi de malheureusement retomber dedans. J'essaye de faire en sorte de limiter, mais c'est vrai que tant que je ne le désinstalle pas, cette application, c'est compliqué. J'ai mis du temps quand même à me rendre compte que mes problèmes étaient dus au téléphone. Et j'ai peur que ça m'arrive de nouveau aujourd'hui. Parce que, je vais te citer une phrase du documentaire Nos écrans de fumée. Comment sortir de la matrice si tu ne sais même pas qu'elle est là? Je vais juste te poser quelques questions pour que tu saches et si tu dois faire cette dopamine détox pour ton bien. Est-ce que tu arrives à sortir sans ton téléphone? Même juste pour te balader, te promener 5 minutes. Est-ce que tu arrives à regarder une série sans regarder ton téléphone une seule fois? Te sens-tu irritable avec tes proches sans explication? Fatigué un peu tout le temps et même souvent dès le réveil? Est-ce que t'en as marre dès le matin? C'est vrai que ça, j'en ai pas parlé, mais dans ma semaine terrible, j'en avais déjà marre de ma journée le matin et j'avais déjà envie d'être le lendemain ou d'être en train de dormir le soir. Bref, il serait temps de faire une petite dopamine détox si tout ça, tu te reconnais. Parce que là, je vais t'expliquer ce qui se passe possiblement en toi si tu ressens ça. Au fond, je vivais dans une bulle virtuelle parce que j'avais peur de la réalité. La réalité, c'était quoi? C'est que je m'ennuyais dans ma vie. Je m'ennuyais dans ma vie. Et je savais qu'il fallait que je change. Et j'avais une peur terrible du changement. Et donc le temps que j'avais, qui aurait pu me servir à mettre en place ces changements, je gâchais tout, je le mettais dans les réseaux sociaux. Et la peur du changement, c'est quoi finalement? C'est peut-être la peur que
la toi d'aujourd'hui et ton quotidien d'aujourd'hui ne reviennent plus. C'est un peu dire au revoir à ton passé. C'est tellement irrationnel parce que changer, normalement, c'est changer pour le meilleur. C'est garder tous les aspects que tu aimes dans ta vie et juste évoluer dans une direction qui te plaît encore plus. C'est pas parce qu'on change quelques petits trucs que on va chambouler notre vie du jour au lendemain. L'autre axe que j'ai vraiment compris, c'est que mon immobilisme et du coup ma fuite, c'était dû au fait que je cherchais une vocation. Plus que l'action et plus qu'un business qui marche ou un métier ou un projet. Je cherchais vraiment une vocation, une mission. Et à force de vouloir quelque chose qui cocherait toutes les cases, je restais dans ma tête. Je restais dans ma tête et la réalité, c'est que ça sert à rien de repousser l'action parce que même quand tu as un projet qui te séduit, quand tu commences, tu fais face à plein d'inconforts et à plein d'obstacles et t'as jamais bon du premier coup. Il vaut mieux commencer vite, commencer tôt et tu ajustes. Et en fait, c'est tous ces micro-ajustements qui te feront arriver à cette vocation, entre guillemets, cette passion. Et des fois, la passion, tu la trouves dans l'action. La passion, tu la trouves dans le process, dans le chemin. Moi, en fait, je prends beaucoup de plaisir à me rendre compte que je m'améliore, même si c'est inconfortable. Je crois que je préfère le chemin que la finalité et c'est encore plus beau. Je pense que quand même, ce qui a été un gros problème, c'est que je suis rentrée dans un pattern aussi de récompenser ton manque d'effort. J'en ai pas suffisamment parlé dans cet épisode, peut-être que j'en ferai un autre parce que ça commence à être un peu long, mais il y a vraiment tout un sujet sur la dopamine et du fait de prendre l'habitude d'avoir ton bonbon là, ton sucre rapide, avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Tu entraînes ton cerveau à aimer être passif et tu te récompenses avant même de faire quoi que ce soit. Donc bien sûr que ça te dérègle totalement et que c'est très dur ensuite de passer même du temps de qualité à lire, à écrire, à faire quoi que ce soit. En vrai, quand je n'étais plus du coup sur les réseaux, je ressentais de la peine pour les gens que je voyais scroller. Mais de la peine sincère. Parce qu'on ne se rend pas compte. Et là, moi, je suis retombée dans un truc où je retourne sur les os. Mais on se rend pas compte du bonheur que c'est de les quitter. La liberté qu'on ressent. En vrai, c'est ça qui me brise le plus le cœur. C'est que j'ai l'impression qu'on subit ce truc. Je pense vraiment qu'à l'échelle de la société, notre génération aura beaucoup de sujets sur la procrastination, sur la surinfluence, le fait d'avoir des faux combats, des faux problèmes à cause du contenu qu'on regarde, encore plus d'overthinking, être trop dans sa tête. Et finalement, des sujets d'auto-emprisonnement, d'auto-isolement, et aussi une déconnexion de ses passions, ses envies, ses désirs. J'ai l'impression qu'on est une génération qui a des gros sujets d'anxiété, de perte de sens. Et en même temps, on est tellement distrait avec tout ça que ça nous empêche de regarder en nous, en réalité. On se coupe de notre créativité et on ne laisse pas place au vide. Et je me suis même posé les questions de est-ce que j'avais envie d'être sur Instagram et TikTok en tant que créatrice, même si je suis un tout petit bébé créateur minuscule. Parce qu'il y a quand même une notion d'hypocrisie aussi. J'ai l'impression de participer à nourrir un système, un algorithme, qui me rend malheureuse. J'ai même pas envie, en vrai, de nourrir ces algorithmes-là, mais j'ai l'impression que c'est devenu essentiel pour avoir de la visibilité, pour pouvoir, je sais pas, pour promouvoir des produits ou n'importe quoi. J'ai l'impression qu'on est vraiment prisonnier, qu'on subit ce truc. Il y a des choses qui sont positives sur les réseaux sociaux, je dis pas que tout est négatif, mais on peut très vite et très facilement, et sans s'en rendre compte, rentrer dans des patterns qui sont très nocifs. Et des fois, je me dis que les créateurs subissent tout autant que les consommateurs, et que les créateurs sont souvent consommateurs d'ailleurs, et ça n'a pas de sens. On est tous là, mains liées, à nourrir un algorithme qui nous fait tous du mal. C'est un choix par défaut pour beaucoup. En fait, c'est même pas un choix. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de choix. Donc voilà, je laisse cette question en suspens. Mais ça a été une vraie question pour moi, et en même temps, j'ai l'impression que je ne peux pas me permettre, même pour
faire la promo de mes vidéos YouTube, podcasts qui me font beaucoup plus plaisir, j'ai l'impression que je ne peux pas me couper de ça. Et en même temps, je culpabilise. Décidément, il y a beaucoup de culpabilité chez moi. Je culpabilise presque d'encourager les gens à regarder mon contenu sur les shorts, sur TikTok. Et c'est pour ça que je veux vraiment faire en sorte de proposer de la valeur et de la qualité avant tout. J'ai pas envie de faire perdre du temps à des gens. Surtout pour avoir bien vécu ce que c'était que d'être prisonnier de ça. J'ai absolument pas envie de faire du contenu qui vient perpétuer cette culture du vide. Je me dis que le contenu que je crée, je veux donner de la valeur et à la limite encourager les gens à aller en dehors des écrans. Mais tu vois, tout ça, encore une fois avec du recul, ça m'a fait comprendre des choses cruciales. Et je pense que ce n'est pas du temps perdu, encore une fois, parce que ça m'a appris plein de leçons. Et je vais te dire, je ne l'ai pas dit sur le coup, mais quand j'ai regardé nos écrans de fumée, j'ai eu une révélation. J'ai mis le doigt sur des choses que je ressentais, que je voyais, et j'arrivais pas à avoir le fil rouge connecteur. Je savais que j'avais envie de faire du contenu pour les femmes, parler un peu d'entrepreneuriat, un peu de création de contenu. Mais moi, j'arrivais pas à définir quelle était ma mission. Il y a plein de choses qui m'intéressaient, mais voilà, je savais pas. À ce moment-là, j'ai compris. Ma direction globale, j'ai envie d'aider les femmes à reprendre le contrôle de leur vie. De plein de manières différentes. Reprendre le contrôle de ses idées, de ses actions, de sa créativité, de plein de choses, de sa réalité. Et honnêtement, si je n'avais pas vécu cette période horrible, et si je n'avais pas regardé ce reportage, je ne sais pas si je m'en serais rendu compte. Donc je pense que tout arrive pour une raison. Il ne faut pas te sentir mal d'être prisonnier de tout ça. Par contre, essaye d'en tirer des leçons. Essaye de voir plus loin qu'est-ce que ça provoque chez toi. Quelque part, je suis quand même reconnaissante d'avoir vécu tout ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'avoir cette direction, ce combat. Et ça me permet aussi de te partager cette valeur et peut-être de provoquer des déclics chez toi. Et je serais hyper fière et hyper heureuse si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne à se sentir mieux après cette vidéo et à reprendre le contrôle sur son quotidien. Pour finir, pour conclure, la réalisation que j'ai eue après tout ça, je pense que ce ne sera plus le plus talentueux ou le plus audacieux qui va réussir. Ce sera le plus concentré. Honnêtement, je pense que c'est facile aujourd'hui de réussir, peu importe ton projet, dès lors que tu maîtrises ta concentration, ton focus et que tu maîtrises tes journées. Tout le monde est tellement distrait tout le temps. Tout le monde est tellement sur les écrans tout le temps que dès lors que tu sors de ça, t'as l'impression d'être le maître du monde. T'as l'impression qu'en un mois, mais je rigole même pas, en un mois, sans ton téléphone, tu peux dépasser 50% au moins de ta concurrence. C'est effrayant à quel point c'est vrai. En tout cas, c'est ce que je pense. Que ce sera ça vraiment le facteur différenciant. Et donc, ça implique la régularité, la discipline. Mais tu ne peux pas être discipliné, tu ne peux pas être régulier si tu n'as pas ta concentration. Et si tu n'as pas ton espace mental et ta volonté. Et ces choses-là peuvent être mises en danger par l'addiction au téléphone. En 2021, un Français passerait en moyenne 56 heures par semaine devant les écrans, soit un tiers de sa vie. Ça fait 28 ans. 20 heures par semaine dans le cadre professionnel et 36 heures dans le cadre personnel. Voilà. Où est-ce que tu te situes ? J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a pas trop alarmé. Mais je t'ai partagé un combat qui aujourd'hui est profond en moi. Et je pense que ça a été un épisode fort parce que j'ai ressenti des choses très fortes, à la fois pendant l'addiction, pendant la réalisation, pendant la dopamine détox et aujourd'hui. Et quand j'ai commencé à me réveiller, ça a vraiment tout changé. Aujourd'hui, je me sens tellement plus heureuse, plus en contrôle et j'ai plus envie de renoncer à des choses que j'ai envie de faire, peu importe ce qu'elles sont.
J'ai plus envie de renoncer à vivre ma vie sans raison, juste parce que j'ai un ressenti que je sais pas expliquer, juste parce que je me suis enfermée dans une bulle imaginaire et je ne sais pas d'où elle vient et comment elle s'est faite. Et ça m'attriste parce que je sais que ça concerne énormément de personnes. Je sais que ça me reconcernera dans le futur. Je suis pas bête, hein. J'en ai déjà fait des dopamine détox. Donc voilà. Abonne-toi si tu veux écouter l'épisode de demain. Et bisous!